Bonjour à tous. Hop, merci d'être là. Hop là. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Inès Boufrayoua, je suis étudiante à Sciences Po et membre des Global Shapers. Et j'ai le plaisir de modérer ce premier panel sur se transformer pour et grâce aux jeunes talents. Et nous aurons l'honneur de recevoir et d'échanger avec deux dirigeants RH. Donc, tout d'abord, Madame Audrey de Conclois. Bonjour, vous pouvez me rejoindre. Donc, Audrey, vous êtes directrice des ressources humaines chez EY depuis près de 11 ans maintenant. Et Monsieur Pierre Déheninck, vous êtes, bonjour, vous êtes président du conseil d'administration de chez France Compétences, qui est l'autorité nationale de régulation et de financement de la formation professionnelle et l'apprentissage. Et vous avez été aussi directeur général adjoint de plusieurs grands groupes, dont Danone, Crédit Agricole et Engie. Vous avez notamment été en charge de la transformation et des questions RH. Donc, vous êtes tous deux très concernés par ces questions de l'engagement, de l'évolution aussi des compétences, et ces questions de sens au travail. Et donc, l'objectif de ce panel, ce serait d'avoir voilà, votre perception, votre perspective en tant que dirigeant RH autour de ces sujets-là. Et je vais commencer par donner la parole à vous, Monsieur Pierre Déheninck, puisque comme le mentionnait Valentin, vous avez eu l'occasion de... Ah oui, peut-être au micro, très bien. Vous avez eu l'occasion de mener une étude, un livre blanc, où vous avez pu interviewer un certain nombre d'entreprises de tailles très différentes et qui seraient des entreprises pionnières dans la création de valeur par l'emploi et les compétences. Est-ce que, donc première question, donc s'adresse à vous, déjà, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette étude? Vous parlez d'ailleurs, j'aime beaucoup cette expression de pragmatisme-humanisme. Alors, j'aimerais savoir ce que c'est le pragmatisme humaniste et aussi quels apprentissages, surtout quels grands apprentissages ressortent de cette étude. Voilà. Merci Inès. Alors, j'ai un peu de pression parce que j'ai d'abord le sentiment de dégrader la moyenne d'âge de cette salle, de ses participants. Pour autant, vraiment, je suis ravi d'être invité. Merci beaucoup à vous, EY Faber Novel et bien sûr Global Shapers, parce que finalement, la problématique que rencontrent les entreprises aujourd'hui s'adresse à vous et doit participer à bien des égards à non seulement vous convaincre, mais plus important que vous convaincre, créer les conditions qui vous donneront envie. C'est ça la responsabilité des employeurs aujourd'hui. Et j'avais le sentiment qu'à la sortie du Covid, à travers la problématique d'emploi et d'accès à l'emploi des entreprises, qui est un paradoxe, on ne s'y préparait pas. On pensait qu'il y aurait à la sortie du Covid une crise sociale importante avec des plans sociaux massifs. Ça ne s'est pas produit. Au contraire, les entreprises se sont mises à manquer de compétences. Et il s'avère que le Conseil social de la présidence de la République, Pierre-Henri Imbert, m'a proposé de conduire une étude et je lui ai proposé de la cibler sur les PME et les ETI. Parce que, issu des grandes entreprises, j'avais 35 ans de vie professionnelle dans des très grands groupes, Danone, le groupe Crédit Agricole, plus de 100 000 salariés dans les deux cas, et puis Engie, près de 200 000 salariés. J'avais le sentiment que le comportement des PME et des ETI à l'égard de l'emploi et des compétences était différent de ce que nous avions comme comportement dans les grands groupes. Nul jugement de valeur, parce que d'abord, j'ai fait ça pendant 35 ans, mais pour autant, j'avais le sentiment qu'il y avait d'autres approches possibles et que la question que vous posez ce soir était d'abord de la responsabilité des dirigeants et que notre principale responsabilité pour être attractif à votre égard et vous donner la capacité à bouger les lignes, c'était de créer des conditions. Et donc, pendant une année, 20% de mon temps, j'ai fait ça avec un ami universitaire. On avait fait une étude. Finalement, cette étude, on l'a publiée avec l'ESCP parce que le cycle politique dans lequel nous étions en décembre m'a amené à penser que publier ça avec un drapeau bleu-blanc-rouge aurait participé à ne pas faire lire ce document. En général, un livre blanc, on les classe, il y a le ministre qui le présente et puis tout ça disparaît très très vite où personne s'y intéresse. Et donc, je me suis rapproché du patron d'une grande école qui acceptait de le publier, d'y mettre un peu de complément académique de manière à pouvoir porter un peu plus ce message. Et je l'ai fait donc avec Franck Bournois et le SCP. Donc l'idée était simple, c'est qu'est-ce qui fait que des entreprises réussissent à être attractives et ont la capacité à développer à la fois à préserver de l'emploi, à l'accroître, donc à être performant, parce que l'emploi, ce n'est pas une décision du manager, c'est la conséquence de la performance de l'entreprise à l'égard des clients qui créent des produits et des services et qui voient sa part de marché croître ou son marché croître. C'est ça, c'est une conséquence économique
finalement un besoin d'entreprise. On ne peut pas décider de recruter s'il n'y a pas de clients naturellement. Mais des entreprises et des PME ETI, c'est ce que nous avons visité pendant une année, ont des capacités supérieures à la moyenne. Et dans ce livre blanc, il n'y a que des entreprises performantes sur 4 registres. C'était une des conditions pour repérer en fait le modèle. Un, elles sont performantes sur le plan économique, parce que sans quoi il n'y a pas de durabilité. Elles sont performantes sur le plan social, parce que sans quoi elles ne sont pas attractives et la boucle n'est pas bouclée. Elles sont performantes sur le plan environnemental, parce que sinon, il n'y a pas de durabilité, là encore, si on détruit son environnement, son territoire, les rivières à côté de chez soi, que sais-je encore. Et puis, évidemment, elles sont inclusives avec le territoire. Pourquoi? Parce que si on n'est pas inclusif dans l'environnement dans lequel on opère, là encore, on n'est pas durable. Donc, je vais être très schématique, pardon pour ça, mais le document est disponible sur le site de l'ESCP. Sinon, je vous le ferai passer par Valentin ou par vous, Inès. Enfin, voilà, on aura en format digital. Il y a 5 ingrédients que j'ai repérés, que nous avons repérés chez les dirigeants, qui participent à donner aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on peut être un peu moins jeune que vous et avoir la même ambition. L'envie, on a aussi dans nos environnements des jeunes, des enfants, que sais-je. En tout cas, on peut avoir la même motivation, quelle que soit la génération à laquelle on appartient. La première chose que j'ai repérée dans les entreprises, et ce qui m'a non pas stupéfait, mais qui m'a surpris, c'est ce que j'ai appelé la vision et la croyance des dirigeants qui ont par eux-mêmes et indépendants de leur entreprise un personnel purpose. Vous savez que dans l'entreprise, on parle beaucoup du purpose, de la raison d'être de l'entreprise, à quoi elle sert, ce qu'elle va faire, sa contribution, etc. Mais avant que l'entreprise dans son collectif le fasse, il y a des dirigeants qui ont un personnel purpose et qui croient qu'ils ont un rôle à jouer dans la vie, dans la société, dans l'histoire finalement de leur cycle de 80, 90 ans, s'ils en ont la chance, de ce monde. Donc, et ce faisant, en ayant un personnel purpose, donc une raison d'être personnelle, qu'ils mettent en œuvre dans la vie tout court, évidemment alignés, ils le font aussi dans leur entreprise. Ça, c'est le premier élément. Mais il n'y a pas d'entreprise performante sans que les dirigeants ne croient, mais chevillés au corps, qu'ils ont un rôle à jouer et que l'entreprise est un des leviers pour leur permettre de mettre en œuvre leur vision, leur représentation. Premier élément. Quand ils ont ce personnel, c'est au cœur du modèle que nous avons repéré. On n'a pas inventé ce modèle, c'est une observation. À l'issue en tout cas, en complément de ce personnel purpose, tous les dirigeants ont créé des organisations que nous avons repris dans ce livre blanc, ont créé des organisations et des entreprises dans lesquelles les hommes et les femmes de l'organisation ont de l'autonomie et une responsabilité pleine et entière. Qu'on soit ouvrier, opérateur, technicien, accompagnateur de personnes en fin de vie, qu'on soit aide-soignante à domicile, qu'on soit, peu importe, qu'on soit femme de ménage ou homme de ménage dans une organisation. En tout cas, ces entreprises sont performantes parce qu'elles ont créé un cadre de travail, une organisation de travail qui soit responsabilisante et qui donne de l'autonomie. Et ces dirigeants ne sont pas des gens qui ont nécessairement fait des études dans cette matière, dans cette compétence, mais ils avaient l'intuition, la représentation que sans autonomie, sans job, sans organisation qui crée de la responsabilité, qui donne à chacun une part de tâche, une part de responsabilité, une part de contribution à la vision d'ensemble, alors il n'y aurait pas de perspective. Donc l'organisation du travail qui autonomise et responsabilise les acteurs, tous, quel que soit le niveau. La deuxième ingrédient que nous avons repéré, c'est des emplois de qualité. On s'étonne, je vais prendre un exemple peut-être particulier, mais on s'étonne que des structures ne trouvent pas d'aides-soignantes ou d'aides-soignants. Pour autant, quand on paye au SMIC sur du temps partiel des personnes qui habitent à 40 km du lieu de travail sur des cycles de 12 heures, il ne faut pas s'étonner qu'à la première occasion, les personnels vont partir. Qu'on soit boulanger et qu'on vende du pain dans cette boulangerie à temps partiel au SMIC, ou qu'on soit manager, technicien avec des horaires dont personne ne se préoccupe de ce que ceci produit sur la vie privée, il ne faut pas s'étonner que, et c'est vrai pour les cadres et c'est vrai pour les dirigeants, hein, c'est vrai à tout niveau dans l'organisation, c'est plus facile à expliciter quand il concerne les emplois peu qualifiés, mais c'est vrai, je vais le prendre dans nos organisations de travail, je l'observe chez France Compétences, globalement, il y a des métiers aujourd'hui sur le marché avec des turnovers de 10, 15, 20 points.
Le problème, ce n'est pas les jeunes ou les moins jeunes qui ne veulent plus travailler ou qui sont fainéants. Tout ça, c'est une bêtise. Le problème, c'est que les conditions ne sont pas créées pour, leur donner du sens, les motiver et faire que leur job, finalement, soit des emplois de qualité. Ce n'est pas toujours facile à faire pour les employeurs. Ça impose de réinventer, mais au-delà de l'organisation qui responsabilise, il faut des emplois de qualité. Le quatrième élément, c'est des emplois qui développent. C'était dit dans l'enquête, dans l'étude. Il faut que les emplois soient susceptibles de permettre à chacun de continuer à progresser. On peut accepter un job pas nécessairement particulièrement attractif si on sait que l'étape suivante, on se prépare, on se développe, on acquiert des compétences qui nous permettront de mener une étape qui nous épanouira davantage ou qui nous permettra d'être le chemin qui conduira au job auquel on aspire. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de perspective, s'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas de développement de compétences, c'est mort. Personne ne peut se motiver pour ça. Il ne faut pas s'étonner, là encore, que la productivité de certaines organisations se dégrade si nous n'avons pas capacité à avoir de la perspective ou voir les emplois progresser. Ce n'est pas, encore une fois, parce qu'on est démobilisé, démotivé, qu'on s'intéresse à rien, pas du tout. C'est que l'entreprise, l'employeur, et moi je considère, je fais partie de ceux, et j'ai été dirigeant DRH employeur pendant 35 ans, je le suis encore, c'est notre responsabilité si on ne crée pas les conditions qui permettent à l'environnement, enfin en tout cas aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, de se motiver, de se mobiliser. Donc un personnel purpose pour des organisations qui responsabilisent, qui donnent de l'autonomie et pas 12 niveaux hiérarchiques comme je vois dans certaines organisations encore aujourd'hui, qui fait que quand on est au deuxième niveau, déjà c'est fini, on n'a plus d'autonomie, y compris si on est cadre. Ça, on voit ça dans des milliers ou dans des centaines d'organisations. Donc, un personnel purpose, des organisations qui responsabilisent, des emplois de qualité, de la capacité à progresser. Et puis, enfin, 5, et là aussi, c'était dit, c'est le partage de la valeur. C'est qu'il faut donner, là aussi, il faut permettre à chacun, selon les cycles, de comprendre qu'il participe à la création de valeurs collectives et que ceci étant, il en prend une partie. Il faut que les actionnaires soient rémunérés, c'est normal. Il faut que l'entreprise garde des résultats pour lui permettre de faire du développement, du CAPEX, évidemment, pour lui permettre d'investir des nouveaux produits, projets, que sais-je, etc. Mais il faut que les femmes et les hommes qui contribuent, et toutes les entreprises qu'on a repérées qui sont dans ce livre blanc, sont des entreprises qui participent à partager la valeur. J'en cite une, il y en a beaucoup d'autres. Une moyenne d'ailleurs, elle n'est pas tout à fait petite, celle-ci, c'est Seb. À chaque fois qu'un salarié se forme, il prend une prime. Peu importe si sa formation va lui servir dans son emploi tout de suite, mais ils veulent inciter la totalité des salariés à se former en permanence parce qu'ils savent qu'au plus on est formé, au plus on aura capacité à se développer, à se déployer. Ceci étant, Seb, il n'y a pas de doute, fabriquer un objet à la marque Seb, c'est moins cher en Chine qu'en France. Il n'empêche qu'ils ont réussi à maintenir 11 usines en France. C'est une des seules entreprises dans le monde sur ces sujets-là qui ont réussi à rester à l'ouest, qu'on soit aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest, parce qu'ils ont tellement développé les compétences et la formation qu'ils ont réussi à créer des conditions d'efficacité économique dans la production. Voilà, de manière très schématique, pardon, je suis nécessairement schématique. Donc, notre enjeu était de se dire, finalement, qu'est-ce qui fait la performance des entreprises? C'est l'emploi et les compétences, ça a été dit là aussi, et vous le savez bien. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être en capacité de recruter alors que toutes les entreprises se plaignent et crient parce qu'elles n'ont pas capacité à recruter? Eh bien, c'est des nouvelles conditions d'emploi, d'organisation de travail, de mobilisation et d'évolution de carrière, de partage de la valeur. Et c'est l'association de ces ingrédients qui fait que, globalement, évidemment, on aura capacité à être attractif et à faire que les femmes et les hommes de l'organisation, et les jeunes, bien entendu, dont ont beaucoup besoin les entreprises, sauront se développer, se déployer en étant durables, c'est-à-dire performantes, y compris sur le plan économique, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, Pierre. Vous avez dressé un très beau panorama qui cadre très bien le sujet. On aura l'occasion de revenir sur plusieurs de ces points. Mais avant cela, j'aimerais vous faire réagir, Audrey, sur un certain nombre de points. Et surtout, vous, comment vous percevez l'évolution des attentes des jeunes au sein d'un cabinet de conseil comme EY? Voilà. Ça marche. Merci. Ouais. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites et qui sont effectivement des choses que je retrouve et que effectivement on rencontre au sein d'EY. Donc, on a des jeunes qui ont effectivement besoin de trouver du sens quand ils viennent travailler chez nous. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez EY? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire et comment ce qu'ils vont pouvoir faire
fonctionnent avec ce qu'eux, ils cherchent à mettre comme sens dans leur projet, dans ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est effectivement aujourd'hui important et ils cherchent à savoir quand ils rejoignent une de nos activités, si l'activité qu'ils vont mener chez nous, elle va vraiment rencontrer le sens qu'eux veulent donner à leur projet. Et il y a des gens qui nous rejoignent en choisissant vraiment une activité parce que celle-ci, elle va leur permettre de s'engager dans les projets qu'ils ont envie de mener, l'impact qu'ils ont envie d'avoir et donc de travailler sur des sujets très spécifiques. Donc, le sens est vraiment une des choses qui effectivement est importante. Ensuite, dans les éléments aussi qui sont très importants aujourd'hui, je pense plus importants que ce qu'on avait entendu par le passé, c'est cet équilibre entre le temps qu'on va consacrer à s'engager dans nos missions, nos projets professionnels et l'équilibre de vie qu'on va pouvoir réussir à gérer en parallèle, parce que ça devient quelque chose effectivement qui est toujours dans nos échanges quand on recrute les collaborateurs qui nous rejoignent. Il y a toujours cette discussion autour de comment est-ce qu'on arrive à gérer cet équilibre. Et du coup, autour de ça, la flexibilité, l'autonomie, la responsabilité que chacun va pouvoir avoir pour s'organiser dans cet équilibre de vie. Donc ça, c'est aussi un des éléments très importants aujourd'hui. Quand les gens, les collaborateurs, les candidats qu'on rencontre veulent rejoindre EY, on évoque toujours ces sujets-là. D'autant plus qu'on est un cabinet où la perception, c'est qu'on va y travailler beaucoup, etc. Donc, on a besoin de comprendre le sens, bien sûr, et aussi comment est-ce qu'on va réussir à trouver cet équilibre. Donc, ça, c'est très important. Et je rejoins, donc, on a chez nous des programmes en place qui nous permettent de dire aux collaborateurs, aux candidats qui vont nous rejoindre, qu'ils vont pouvoir être autonomes sur leur organisation de temps et d'avoir la responsabilité vis-à-vis de leurs clients, de leur équipe, de pouvoir s'organiser sur leur équilibre. Donc, on n'est pas parfait, c'est toujours difficile de trouver un équilibre, mais en tout cas, on a des choses qu'on propose et ça fait partie des éléments importants. Et puis, avant de venir ici ce soir, je voulais partager mon point de vue, mais aussi et surtout le point de vue des jeunes collaborateurs qui nous ont rejoints pour savoir ce qu'ils en pensent eux et qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qui les attire pour rejoindre EY. Et dans les éléments qu'ils ont évoqués, il y a aussi une notion de rejoindre une structure où ils vont pouvoir avoir de l'impact. Donc, ils rejoignent un cabinet où ils se disent que je vais pouvoir faire, ça va avoir un impact, et notamment environnemental, sociétal. Et vraiment, tous me l'ont dit en me disant, je suis venue ici, j'aurais pu rejoindre une plus petite structure, mais j'ai choisi de venir ici parce que je vais pouvoir avoir de l'impact, j'espère, en tout cas, à mon niveau, sur des grands clients avec qui on va pouvoir travailler sur des sujets qui, pour moi, sont des sujets fondamentaux sur lesquels j'ai envie d'avoir un impact. Donc, je pense que c'est des éléments, effectivement, aujourd'hui, qui contribuent à l'attractivité des entreprises, et en tout cas, je peux le dire pour EY. Très bien, je vous remercie. Vous parliez des enjeux des compétences, de la formation, et c'est vrai que quand on pense à cette question de la rétention et de l'attractivité des talents, j'ai l'impression que il est moins question de rétention parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma-là où on va dans une entreprise et on monte les échelons, etc. En tant que jeune, on a envie de se former, de voir différents environnements. Et donc, quel défi, si on revient sur le sujet plutôt de la transition écologique et sociale, quel défi de compétences cela pose et comment les organisations peuvent permettre d'y répondre? Peut-être Pierre? Moi, j'ai chevillé au corps la croyance que nous avons à passer l'initiative en fait à ceux et à celles qui ont envie de le faire. Je m'explique. Aujourd'hui, on est tous comment dirais-je, on est en difficulté quand il s'agit, sauf à ce qu'on soit des spécialistes d'énergie renouvelable ou des spécialistes, que sais-je, en tout cas des spécialistes des questions d'énergie ou d'économie verte. Mais cet après-midi, je travaillais avec une grande banque. Ils ont un énorme défi à gérer qui est celui du papier, parce que la réglementation leur impose, je vais aller très très vite, mais si vous avez déjà fait un prêt pour une voiture, que sais-je, vos études ou un appartement, vous savez qu'on vous fait signer des centaines de pages, tout ça est réglementaire, il faut etc. Bon, peu de banques ont fait l'effort d'aller travailler la digitalisation et ce faisant de réduire le nombre de volumes de pages avec l'ensemble des impacts que ceci a, etc. Même si on sait bien que le digital a aussi de l'impact, mais en tout cas moins
en valeur carbone, en tout cas, que ces sujets. Cette banque, moi, je lui ai suggéré, c'est ce qu'ils font, hein, c'est ce que j'ai fait dans mon organisation NJ. On avait créé, je vais prendre cet exemple, comme ça illustrera ce que je crois foncièrement, et c'est la nécessité qu'il y a à créer les conditions, là aussi, à l'innovation, en laissant chacun imaginer. Chez NJ, il y avait sur nos salariés, on avait environ 35 000 jeunes de moins de 35 ans, et s'est créé un groupe de jeunes qui s'appelait le Young Professional Network. Donc, il fallait moins de 35 ans. On leur a donné un budget, des moyens, et ils se sont organisés entre eux partout dans le monde. Ils étaient un peu plus de 1500. À chaque fois qu'on avait une convention de dirigeants, on invitait 30 jeunes de manière random, aléatoire. On laissait aux jeunes la possibilité de se désigner. Ça faisait râler, pour ne pas dire gueuler, les dirigeants chiliens, mexicains, américains, que sais-je, parce qu'il y avait des jeunes qui participaient à ces conférences avec les dirigeants, alors qu'il y avait des directeurs qui n'étaient pas invités. Mais on considérait que c'était de nature à nous réorienter, à nous faire shifter, à nous faire évoluer dans notre représentation. On le faisait aussi avec les femmes, qui souvent étaient plus en difficulté pour des tas de raisons, y compris les nôtres, celles de l'entreprise, à ne pas créer les meilleures conditions pour qu'elles évoluent au bon rythme, etc. Et ces jeunes, je recevais un comité de jeunes toutes les 6 semaines, et je leur demandais de me proposer des actions de manière à shifter l'entreprise sur le registre environnement. Je vous donne 2 exemples qui ont fait hurler mes collègues dirigeants. La première, c'était de dire « vous ne prendrez plus l'avion à moins de 4 heures ». Bon, il m'a fallu quelques semaines et la pression des 1500 jeunes et un peu plus pour qu'on se contraigne à changer notre politique voyage et à s'interdire de prendre l'avion pour moins de 4 heures de train. Bon, jamais sans que les jeunes ne soient venus nous challenger sur une mesure assez facile à prendre. Ce n'est pas très difficile, il suffit de le décider, de changer la politique voyage. Jamais j'aurais réussi à convaincre mes collègues dirigeants, les 500 principaux dirigeants de ce groupe de près de 200 000 salariés, à voyager en train plutôt qu'en avion. Je prends un deuxième exemple. Il y a des régions dans le monde, et en Europe en particulier, où on aime bien les grosses voitures avec des gros moteurs et beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, là aussi, ils nous ont dit changer la politique voiture des dirigeants. Alors, en France, NJ avait 35 000 voitures, mais c'est beaucoup de voitures de techniciens et quelques voitures de dirigeants. Bon, en France, on avait réussi à changer la règle, pas en Allemagne, pas en Belgique, pas en Suisse, pas aux États-Unis, dans d'autres pays. On avait des gros V6, des grosses voitures, quoi. Peu importe, avec des gros moteurs. Ces jeunes nous ont dit changer la politique voyage. Là, tout le monde a gueulé, là aussi, chez les dirigeants, en disant c'est quand même ma rémunération, c'est mon package, c'est mon statut, que sais-je. La pression de ces jeunes nous a amenés à changer la politique et nous y sommes arrivés, y compris chez ceux pour lesquels c'est fondamental, les Allemands ou les Belges. Je suis belge, donc rien de particulier, mais c'est vrai qu'on a une attention, un registre, en tout cas, un statut, peut-être une représentation culturelle et statutaire, qui fait que c'était très important en Belgique ou en Allemagne d'avoir des grosses voitures parce que ça fait plaisir aux dirigeants, si je puis dire. Quoi qu'il en soit, je prends ces 2 exemples qui sont presque anecdotiques, mais qui quand même font bouger la culture et la culture et la représentation effectivement que nous avons dans l'entreprise. La complexité du sujet, c'est qu'on a beau avoir les idées, changer, c'est difficile. Et puis, vous l'avez vu, même les jeunes ont des tas d'idées, mais changer soi, c'est plus difficile encore. Donc, quand vous êtes dirigeant, que vous êtes habitué au confort, au statut, à la rémunération, à la grosse voiture et au voyage en avion, il est évident que vous dire que vous allez perdre une partie de ces bénéfices, ce n'est même pas une question de salaire, de pouvoir d'achat, que sais-je, c'est une question de principe, de culture, même de représentation. C'est totalement impossible à imaginer. Et sans que nous ayons été challengés par cette communauté d'hommes et de femmes jeunes, certes, qui nous ont dit, mais si vous continuez dans le cas dans lequel vous êtes, jamais on viendra chez vous, ou on ne viendra plus chez vous, ou on fera comme à l'école polytechnique, si vous avez regardé le film, on se mettra de dos le jour où votre dirigeant viendra nous remettre nos diplômes. Vous avez sans doute vu ça. Ça ne veut pas dire que l'entreprise en question ne fait rien. Ça veut dire qu'en tout état de cause, la représentation qu'ont les jeunes et les futurs talents de ces organisations les amène à penser que l'entreprise ne fait pas assez. Et moi, je voulais, avec un groupe de dirigeants, et Isabelle Cocher, qui était la CEO du groupe, nous voulions que les jeunes aient le sentiment qu'on s'ajustait, qu'on évoluait. Le problème, ce n'est pas où nous sommes, ce n'est pas le niveau. Le sujet, c'est l'engagement à faire un progrès. Et donc, il me semble qu'à la fois en transformation, mais aussi en capacité à être attractif, en capacité à prendre en compte cette dimension
environnemental et social. Le social compte beaucoup dans ce dispositif. On l'a vu dans l'enquête que présentait Valentin. Eh bien, il faut se faire challenger. Et il est plus difficile de se faire challenger par un corps de jeunes, d'hommes et de femmes à un niveau international, quand on en a la capacité, parce que ça nous contraint. Et ça fait un peu ce que j'appelle le wake-up call. Ça crée les conditions d'un wake-up call en disant non, mais on ne peut pas continuer comme ça. Avec la tension et la pression qui convient. Et là, on sait se transformer. Et ça a été une des plus belles expériences, difficiles. Parfois, moi-même, j'ai été contrarié des suggestions qui étaient faites. Mais le nombre d'initiatives qu'on a mises en place grâce à cette communauté qui nous a de fait contraints en nous disant mais vous ne serez plus attractif si vous ne bougez pas. Et puis accessoirement, vous le savez bien, les réseaux sociaux, Glassdoor et tout le reste, fait qu'à partir du moment où on avait ouvert la boîte, évidemment, il fallait que nous nous adaptions et on l'a fait. Vous pointez un point très intéressant qui est celui du dialogue intergénérationnel, puisqu'on dit souvent, voilà, les jeunes générations, vous allez changer les choses, vous allez plus sensibiliser, mais on ne va pas attendre aussi d'être dans les postes de pouvoir pour qu'il y ait un changement. Et donc, c'est cette question-là du dialogue intergénérationnel est très importante. Alors, le temps passe. On a aussi une petite partie de réponse aux questions. Je vais peut-être poser une dernière question à vous, Audrey, sur la valorisation de l'engagement. Donc, vous disiez que vous aviez interrogé un certain nombre de collaborateurs. Vous ne l'avez pas précisé, mais c'est vrai que c'était ceux, en tout cas, de la branche Sustainability, en tout cas de partie, ouais, et comment on valorise l'engagement, comment il fait partie intégrante aussi, il peut faire partie intégrante du modèle, d'un modèle économique et pas, en tout cas, d'entreprise et pas uniquement ce qu'on fait à côté de son temps personnel. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a des gens qui travaillent sur les sujets en direct pour des clients, mais il y a effectivement aussi, et notamment chez EY, une équipe, notamment, qui est dans la salle aussi, qui contribue à proposer aux collaborateurs des engagements au sein de l'entreprise pour pouvoir, sur tout un tas de sujets, que ce soit des sujets sociaux ou des sujets environnementaux, s'engager avec des missions pro bono, avec une fondation où on va accompagner un certain nombre d'associations. Il y a beaucoup de projets qui sont proposés et qui permettent à nos collaborateurs effectivement de s'engager. Donc, ce n'est pas leur job au quotidien et ils travaillent pour des clients et sur différentes missions et ça peut être pour le domaine sustainability ou pas. Mais en parallèle, il y a vraiment un pôle qui permet aux collaborateurs de s'engager sur un certain nombre d'initiatives. Et ça, c'est effectivement, alors c'est quelque chose qui est hyper important pour les collaborateurs aujourd'hui. Ils nous le demandent et ils sont nombreux à s'engager. Parfois, on a même du mal à offrir assez d'opportunités. Et ça, c'est du temps, en fait, parce que pour qu'ils puissent faire ça, ce n'est pas seulement ce que vous disiez sur leur temps personnel, mais c'est aussi des choses que l'entreprise doit accompagner en leur offrant la possibilité d'avoir du temps pour le faire. Et ça, c'est effectivement la plus grande bataille, parce que le temps, c'est effectivement de l'argent, surtout dans nos cabinets de conseil. Et donc, du coup, on s'assure qu'on puisse leur donner ces opportunités et le temps de le faire. Et on discute avec tous les métiers pour qu'ils aient la possibilité de s'engager dans les choix qu'ils font. Il y a même il y a aussi des initiatives qui viennent d'eux. Tout à l'heure, on parlait de comment est-ce qu'on peut contribuer à former. Chez EY, on a des jeunes qui ont fait émerger un réseau écologie au sein de l'entreprise, qui vont ensuite, à partir de là, ils ont décidé de former pour sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc, ils organisent des fresques du climat. Ils ont formé déjà 1000 collaborateurs. Donc, ça contribue à comment est-ce qu'on forme aussi et qu'on développe autour de ça au travers des engagements. Et c'est vraiment leur choix d'avoir fait ça. Je vous remercie. Pardon. On va passer à la réponse, qui est partie réponse aux questions. Est-ce que dans l'Assemblée, certains d'entre vous ont des questions? Sur Zoom également. Dans la salle. Je vais vous passer le micro, parce qu'on a des personnes en ligne. Bonsoir. J'ai bien entendu que vous, chez Engie, entre autres, et ça se passe dans d'autres entreprises, vous aviez donné la parole aux jeunes. Et moi, je représente une association professionnelle. Nous avons un certain nombre d'adhérents, grands industriels, qui, eux, quand ils reçoivent des jeunes ou quand ils les embauchent, entendent souvent au bout de 18 mois, 2 ans, mais ça ne va pas assez vite. Nous, on a plein d'idées, mais ça ne va pas assez vite. On ne nous entend pas, il y a tellement d'échelons. Et même si l'entreprise a des discours et mène des actions,
leurs idées à eux et ils trouvent qu'elles stagnent. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Parce que c'est un vrai souci pour les jeunes que j'entends. C'est tellement vrai ce que vous dites. Un jour, un jeune qui démissionne, je voyais, enfin voilà, ma responsabilité m'amenait à ne pas avoir tout le monde autour de moi, évidemment, l'entreprise est très grosse, mais je m'attachais à voir les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, les départs. Et puis un jour, un jeune m'a dit, mais toi, il me tutoyait, il faisait partie de ce groupe des YPN. Il me dit, tu ne te rends pas compte, Pierre, toi, tu es en centre-ville, moi, je suis en banlieue. Je ne dis pas du tout, j'habite en banlieue. Il me dit, non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire que les changements que vous initiez à la direction générale du groupe, vous les voyez vous, mais nous, les jeunes, ou nous, dans nos filiales, on les verra dans 5 ans au mieux. Et le temps que ça percole entre ce que vous décidez, parce que les exemples, les anecdotes que j'ai prises ne sont pas de nature transformante, hein, c'est transformant culturellement pour les dirigeants, mais ça ne l'est pas pour les acteurs opérationnellement dans les organisations. Le train, ils ne voyagent pas souvent au-delà de 4 heures, donc ce n'est pas tellement leur sujet. Donc, ce n'était pas ça. Mais il nous disait, les transformations ne se voient pas chez nous. Et donc, moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie. Ma carrière, c'est 40 ans. Et si j'attends 5 ans avant que les choses se voient, j'ai perdu 5 ans de vie et de carrière. Donc, vous avez 1000 fois raison. Je pense que la problématique, c'est pour ça que dans l'étude, vraiment, on était sensible, que le livre blanc que j'évoquais, on était sensible à la problématique de l'organisation. Mais il faut créer des organisations où, globalement, chacun de l'autonomie, la responsabilité. Et pour ça, je vais être un peu brutal, mais il faut réduire le nombre de niveaux hiérarchiques. Quand on est dans un siège, comme je l'ai découvert en arrivant, et peu importe l'entreprise, mais vous connaissez mes 3 entreprises d'expérience, il y a 12 niveaux hiérarchiques sur 2500 collaborateurs dans un siège social. Je veux dire, au mieux, à partir du 3e niveau, la responsabilité est disparue. Et ils sont sur des tâches et l'exécution de tâches. Et aucune chance de motiver qui que ce soit durablement. 2, aucune chance de l'aider à se développer en matière de compétences. Et 3, aucune chance de le retenir dans la durée. Donc, vous avez parfaitement raison. Il y a un énorme problème. Il y a un point de désaccord avec un de mes anciens homologues des gérages d'un grand groupe de la place, que je ne vais pas citer parce que c'est un garçon formidable. Il n'est plus en poste. Mais vraiment, il est formidable. Et j'avais un point de désaccord avec lui sur nos débats, nos discussions. J'ai présidé le club des DRH du CAC 40 pendant quelques années. Il faisait partie de ce groupe de DRH et lui disait il faut du temps long. Et moi, je ne dis pas du tout, il faut du temps court. Parce que d'abord, personne n'a la patience de voir les choses évoluer en disant t'inquiète pas, on va te former dans 5 ans. Enfin, qui va patienter ou accepter ça? Comme lorsqu'on dit t'inquiète pas, on va t'augmenter dans 4 ans. Parce que là, on ne peut pas, franchement, évidemment, personne ne peut supporter ça. De la même manière, sur les carrières, les évolutions, que sais-je encore, même sur les transformations. On sait qu'il faut du temps long pour transformer, pas du tout. Moi, je crois fondamentalement que c'est une erreur de penser qu'il faut du temps long pour transformer. Donc, vous avez raison. Et c'est un des éléments les plus difficiles. Et c'est pour ça que j'ai regardé et j'ai observé les PME et les ETI, parce que c'est tellement difficile de transformer dans un grand groupe au bon rythme. À partir du moment où le dirigeant accepte de prendre une décision et de transformer les organisations en disant on va réduire le nombre de niveaux hiérarchiques. Nous, on s'était dit 5 niveaux, partout dans le monde. Bon, il faut une décennie pour faire ça. Et dans l'intervalle, on a perdu tous ceux et toutes celles qu'on avait envie de garder. Voilà. Donc, le rythme est déterminant, mais c'est tellement difficile à faire. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de baguette magique, mais je partage absolument ce que vous dites. Et il faut mettre du rythme. Et dans les PME et les ETI, il y a du rythme. Pas dans les grands groupes. On n'a pas su inventer le rythme dans les grands groupes. Ça reste à faire. On y est arrivé parfois de manière parcimonieuse, mais pas complète. Et ça, c'est un énorme problème dans les organisations parce que plus personne n'est patient et ils ou elles ont raison de ne pas l'être. Peut-être si je peux compléter ça. Dans les jeunes avec qui j'ai discuté là, qui étaient là depuis 2 ans, et 2 ans, c'est déjà bien dans notre environnement, ils disaient « je reste et j'ai envie de rester encore parce que les gens avec qui je travaille continuent à me développer, à m'apprendre, et donc on me positionne sur des choses où je me développe, j'apprends, et donc les gens
restent aussi pour ces motifs-là. C'est-à-dire que quand ils sont à un moment où effectivement ils ont l'impression qu'ils n'avancent plus, alors effectivement ils s'en vont assez vite et ils n'ont aucune raison de poursuivre. Mais il y a aussi des choses qui les retiennent, voilà, même si on n'a pas complètement transformé assez vite avec des mesures immédiates, visibles, qui vont pouvoir vivre, ils ont des éléments qui leur permettent quand même de rester, et du moment qu'ils continuent à apprendre à se développer, parce que je pense que c'est beaucoup ça, et à grandir dans ce qu'ils font. Et dans notre organisation, pour le coup, on a un modèle un peu, c'est pyramidal, c'est-à-dire que les gens avancent tout le temps. Donc, il n'y a pas d'année où vous êtes dans un moment où vous allez rester au même niveau de ce qu'on attend de vous en termes de compétences, etc. Donc, les gens se développent sans cesse et du coup, effectivement, ils sont toujours en apprentissage, en développement, en formation. Et du coup, ça leur donne envie aussi de poursuivre, voilà, un peu plus pour continuer à grandir. Merci pour votre remarque. On va devoir clôturer ce panel puisqu'on en a d'autres qui arrivent. Un grand merci, Pierre et Audrey, pour ces échanges. Peut-être le mot de la fin. Non, juste. Ah oui. Alors, je vous prie de m'excuser, c'est un peu grossier, mais je vais devoir vous quitter parce que j'avais une journée professionnelle qui inclut la soirée. Avec, voilà, bon, j'avais donc une contrainte. Celles qui auraient des questions et qui n'auraient pas eu l'occasion de les poser, j'ai un LinkedIn, vous m'écrivez et je vous réponds. Voilà. Merci beaucoup.